Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast à Sarcelles avec l'APPC, notre partenaire donc en Île-de-France qui développe des cohortes des tours créatifs. Donc je suis avec Aïcha et Norsadet pour nous présenter donc leur dispositif à Sarcelles. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre dispositif un peu globalement, le nombre de cohortes que vous avez démarré, le nombre de bénéficiaires, leur profil, etc. Donc bonjour, Norsadet. Nous avons mis en place 3 cohortes depuis le début du dispositif. Une cohorte avec notre partenaire mandataire IDFLE. Donc une première cohorte qui s'est déroulée sur l'année 2021 et une autre cohorte sur laquelle nous sommes actuellement et qui a commencé effectivement en début d'année. Le profil des bénéficiaires sont effectivement plutôt des adultes. Nous avons effectivement mis en place une stratégie autour d'une démarche d'aller vers. Après notre première cohorte, on peut dire qu'effectivement nous avons rencontré des difficultés afin d'effectivement mettre en place une orientation. Voilà, pour mettre en place notre orientation, nous sommes plutôt allés vers des structures type France Horizon. Et donc nous avons décidé effectivement de mettre en place des partenariats avec les CHRS, les centres d'hébergement, afin effectivement de pouvoir avoir des présentations plus affinées de nos dispositifs. Concernant notre seconde cohorte, nous avons plutôt fait un travail avec les centres sociaux autour de la commune de Sarcelles, afin effectivement d'avoir des orientations en direct. Nous avons mis en place effectivement un travail autour de différents projets collectifs avec des fils conducteurs autour du développement durable, bien qu'au début nous étions partis autour de la présentation des Jeux Olympiques, etc. Mais nous sommes plutôt partis à partir de la co-construction avec les bénéficiaires qui effectivement étaient plus en lien avec la démarche de développement durable. Nous avons donc mis en place un herbier, un mur végétal. Aïcha me regarde, donc je pense que oui, je ne me suis pas trompé. Et donc nous avons effectivement mis en place un mur végétal que nous animons au-delà des tours créatifs sur d'autres dispositifs. Ça c'est important, c'était effectivement, Aïcha le dira mieux que moi, ce n'est pas uniquement une production d'actualité, c'est quelque chose sur lequel nous sommes assez présents. Et sur notre deuxième cohorte, nous avons toujours un fil conducteur autour de ce mur végétal, j'ai toujours du mal à le retrouver, notre mur végétal, et sur lequel nous allons mettre en place un recueil de recettes. Voilà un peu la thématique, tout ça accompagné par un accompagnement sur le numérique, la remise à niveau autour de différents ateliers. Et bien évidemment, nous avons nos entretiens individuels dans le cadre des suivis de nos bénéficiaires. J'ai une petite question sur France Horizon. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quel type de structure il s'agit pour ceux qui ne connaîtraient pas France Horizon? Alors, donc France Horizon est une structure qui se trouve à Villers-le-Bel, donc la commune avoisinante Sarcelles. C'est un centre d'hébergement pour personnes sans ressources. Et donc c'est une structure qui effectivement va être un peu en situation post-CADA, donc CADA effectivement accueil post-migrants, et qui effectivement travaille sur des solutions à l'émergence de projets professionnels, mais également à l'accompagnement des personnes en situation de régularisation. Donc on est parti effectivement faire un travail de présentation sur la première cohorte. Et suite à ce travail, nous avons été mis en lien, et ça a fait un peu un écueil, tout ça, c'est que nous avons été mis en lien avec des structures qui effectivement travaillent ce qu'on appelle la consolidation de l'hébergement. Donc nous avons été mis en lien avec des structures de bailleurs sociaux qui effectivement nous ont ouvert aussi les portes sur Gonesse et qui nous ont effectivement permis de mettre en place des informations collectives. Alors là, effectivement, ça c'est assez important, Tiffen, c'est qu'il a fallu s'adapter au rythme de vie des personnes, parce que ce sont aussi des personnes qui vont avoir des micro-métiers, qui vont être un peu dans le bâtiment, dans des situations, je prends Sylvain, etc. C'est des gens qui effectivement ont des petites missions et qu'il faut effectivement consolider par des montées de compétences. Donc il a fallu s'adapter. À l'époque avec Yazid, on faisait nos infocalls à 18h ou 19h, ce qui était un peu particulier et auquel on n'avait pas pensé. Mais c'est vrai qu'au début, on a rencontré, comme beaucoup, un problème d'orientation sur
par les prescripteurs de droit commun, on va dire ça comme ça pour pas les nommer. Et donc effectivement il a fallu trouver des solutions, et France Horizon nous a effectivement ouvert un peu les portes et nous a donné effectivement d'autres actions, d'autres possibilités. Est-ce que tu peux préciser un peu plus les profils du coup, est-ce qu'il y a eu des différences du coup entre les deux cohortes sur les profils, puisque donc c'était France Horizon pour la première, c'est ça, et ensuite un mixte centres sociaux et bouche à oreille. Du coup, est-ce qu'on peut dire que vous avez le même type de profil, et quel est-il du coup? Alors, moi je pense on a évolué. Sur le premier, on a eu du profil effectivement suite bailleurs sociaux dits classiques, avec effectivement une recherche plutôt de stabilisation à l'emploi. Donc effectivement avec nos ateliers et une partie de recherche. Par contre, sur la seconde cohorte, et effectivement après Aïcha va prendre le relais, on a eu effectivement une orientation très locale. Alors que quand je dis local, c'est j'irais pratiquement de Sarcelles, Sarcelles pour Sarcelles. Beaucoup plus de femmes, je dirais 90% de femmes. Si on regarde ça, sur la première cohorte, on était, Aïcha, à peu près 60-40 à peu près. C'est 60% femmes et 40% hommes. Là, je dirais quelque part, les hommes sont plus là. Bon. Et donc on est plutôt avec effectivement un accompagnement plutôt de femmes qui effectivement voilà. Alors comment on explique ça? Moi je l'explique pas du tout, hein. Je pense que c'est vraiment lié au bouche à oreille qui effectivement va coopter, et voilà. À un moment donné on est obligé de dire stop, voilà. Au moment où nous on est en pleine expansion, le dispositif qui est expérimental, on le répète, répond à une demande. On a su l'adapter, ça c'est important. Voilà. Alors on est à côté d'un lycée, on sait jamais, voilà. Et donc on a su effectivement s'adapter, et ça se ressent aussi effectivement par l'accueil d'un public différent. Et je pense que si on faisait une troisième cohorte, on aurait encore un public différent. Au fur et à mesure, effectivement, grâce au travail en l'occurrence d'Aïcha, on sait effectivement que même si on a des outils communs, le numérique, le projet collectif, la remise à niveau, les entretiens individuels, le public effectivement passe et c'est pas forcément les mêmes. Là, si je prends le groupe, il y a des personnes qui sont en emploi, petit emploi en termes de ménage, etc. Des personnes qui sont demandeurs d'emploi du tout, totalement, pardon, et des personnes qui vont avoir des petites missions. Donc on est vraiment sur l'archétype de la population que l'on retrouve à Sarcelles. Voilà. Autant la première, on avait beaucoup de gens extérieurs à la commune, donc ça, voilà, et là on se recentre vraiment sur une action locale. Et je pense que je l'avais dit lors des comités de pilotage, c'est qu'effectivement, plus on va dans les dispositifs avec l'expérimentation, et plus on se centre sur le cœur, soit du territoire, soit du contexte, ou soit des personnes. Et nous, je dirais, on a répondu au deuxième cas, c'est-à-dire au local. Et ce qui fait que, voilà, et puis c'est surtout, c'est pas parce qu'elle est là, c'est surtout aussi la qualité de l'accompagnement qui est différenciée, si je peux me permettre. On avait un accompagnement qui était assez standard au début, qu'on a su aussi re-questionner. On sait se dire les choses aussi, et pour arriver à une réponse d'expertise de terrain. C'est pas péjoratif quand je dis que c'est une action très locale, hein. C'est une action, on est sur une commune avec 62 000 habitants. On est dans la partie village de la commune de Sarcelles. Et l'ensemble, je dirais, l'ensemble pratiquement des femmes habitent à côté. Hein. Quand je dis à côté, on est à 3-4 minutes du lieu de rassemblement, et on s'est inscrit dans leur parcours, c'est-à-dire que ce sont aussi beaucoup de femmes qui déposent leurs enfants, arrivent ici. On a dû faire quelque chose qu'on ne fait pas sur les autres dispositifs de formation, c'est s'adapter à leurs horaires. Faire rentrer aussi les enfants en bas âge, en même temps que l'on met en place des actions autour de RecTech, puis en même temps qu'on met en place des actions de jardin, de rencontres. Voilà, c'est trouver des réponses. Voilà, tout ça lié à la compétence, je dirais, de la formatrice, en tout cas de l'accompagnement. Pardon. Du coup, j'ai oublié, mais j'ai plein de questions par rapport à tout ce qui a été dit là, mais j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est de vous laisser vous présenter. Déjà, j'ai dit Aïcha et Norsadet, mais Aïcha et Najet. Aïcha, donc, qui est l'accompagnante sur le dispositif, Norsadet, qui est le directeur de la structure, et Najet, qui est la présidente de la structure.
Et je vais vous laisser, mais peut-être vous présenter un peu plus en détail ou alors je vais sur les questions qui vont par la suite, qui m'ont amené, en tout cas tout ce que tu nous as raconté, Norsadet. C'était du coup, est-ce que deux questions, j'ose deux questions en même temps. Est-ce que vous les auriez captées s'il n'y avait pas eu cette proximité justement? Deux, quelle a été la différence du coup de profil entre Aïcha qui accompagne aujourd'hui et l'accompagnant de la première cohorte, et quelles étaient ces différences, qu'elles ont apporté, enfin voilà. Voilà. Donc effectivement, là, on va répondre à la partie. La proximité, pour ma part, hein, moi je dirais oui, ça fait la PPC, elle est sur d'autres dispositifs et c'est le seul dispositif de proximité, c'est bien de local de proximité. Post-Covid, hein, quand même, on a 3 ans, 2 ans et demi, où on a ouvert cet espace sans le formaliser. Mais on a vu qu'il nous manquait quand même un dispositif qui soit un peu cristallisant dans la démarche. Et Détour, ça nous a permis effectivement de nous questionner sur les outils, de faire une publicité, et puis en l'occurrence une communication plus, en tout cas, vers les gens. Concernant la différence dans l'accompagnement, il y a une grosse différence sur ce que je dis tout à l'heure, pour être assez synthétique, c'est qu'on avait un accompagnement qui était un peu standardisé avec un CIP, un conseiller d'insertion un peu classique, etc. Sur le professionnel qui était très... Merci. Je peux le dire ou tu le dis? Donc, comme disait Tiffaine, voilà, comme il dit le monsieur, grosso modo, effectivement, on était plutôt sur un accompagnement globalisant. Et ça, il nous a fallu du temps pour le comprendre et pour le faire comprendre. Parce que le comprendre, nous, on est sur des institutions de rencontres, et c'est le nombre de fois où Aïcha m'a dit, mais il manque des choses, il y a ça que tu n'as pas mis en place, il y a ça que tu n'as pas mis en résonance avec ça, etc. Et c'est vrai que ça nous prend du temps. Et je le dis, c'est un dispositif qui doit vivre, donc il a à peu près 3 ans, 2 ans et demi vraiment de mise en place, et ça on le voit. Et pour moi, la grosse différence, c'est un peu ça. Effectivement, c'est pas trop lié aux personnes, c'est lié aussi, je dirais aussi à une intelligence sociale, à une intelligence assez logique, comment on doit interpréter les choses, à pas le standardiser. Et c'est ça qui est effectivement sur la première. Alors, c'est vrai que ça peut cocher toutes les cases, mais ça coche pas la case du territoire. Alors que la seconde cohorte, elle est peut-être moins. Mais on dit toujours que la valeur numérique n'est pas une valeur éthique, et ça, on dit moins en nombre, mais je la sens diffusée même sur l'extérieur. Il y a des relations entre les personnes, il y a des discussions qu'elles ont, elles sont force de proposition. J'ai même d'ailleurs un peu peur qu'elles soient un peu trop proposition, Aïcha, parce que je suis pas sûr qu'on puisse répondre à tout, mais en tout cas, ça en démord pas à être présent. Par exemple, il y a un indicateur que l'on aurait, c'est le taux de présence. Il est inexpliqué, quoi. Si les dispositifs jeunes étaient aussi présents, je pense qu'on aurait moins de problèmes. Et c'est vrai que c'est un indicateur. Ça, c'est très important. C'est de les voir venir, revenir. Il faut se rappeler qu'à l'inverse des autres cohortes, ce sont des personnes qui ne sont suivies sur très peu de dispositifs, voire pas de dispositifs, qui n'ont aucune contrainte, ni RSA, ni d'accompagnement AH, etc. Donc c'est un vrai volontariat. Ça correspond un peu à notre association aussi dans le cadre de l'engagement. Ce sont des mamans qui après, nous faisant confiance dans l'accompagnement, viennent après ou envoient leurs enfants sur l'accompagnement à la scolarité. Donc effectivement, on est sur une approche un peu globale dans la structure, et voilà. Et on n'est surtout pas un centre social. On est un organisme de formation, mais sur un territoire assez complexe, comme d'autres territoires. Hein. Voilà. Donc Aïcha, pour ta partie du groupe que tu connais mieux que moi. Alors quand on a démarré l'année dernière sur la cohorte numéro 2, je crois, c'était pas du tout, je sentais pas du tout la même énergie, puisque c'était des gens, des personnes qui venaient avec une demande précise, avec un objectif d'emploi assez cadré. J'ai envie de devenir aide-soignante, mais dans tel ou tel domaine. Donc effectivement, nous les avons accompagnés dans cette démarche très précise. Mais d'un autre côté, on était un peu dans de l'individuel.
parce que celle qui voulait devenir aide-soignante dans une unité de géronto, ou non, je crois qu'elle voulait être dans un service d'urgence ou quelque chose comme ça, et celui qui voulait créer son entreprise dans le bâtiment, on ne peut pas l'accompagner de la même façon. Mais on a quand même réussi à trouver quelque chose qui les motive et qui qui scinde un petit peu le groupe. Et c'était un petit peu par hasard, c'était l'amour de la nature. Et partant de l'amour de la nature et donc du développement durable, les métiers du développement durable, les compétences qui vont avec, et toutes les ouvertures professionnelles qui peuvent être à leur portée, et toutes les opportunités d'emploi qui leur sont offertes si on a un petit peu une réflexion développement durable. Et sur ce, nous avons créé ce mur végétal qui a été un succès, puisque très vite ils se sont positionnés sur de l'aide, sur de l'entraide, sur une cohésion de groupe très active, puisqu'on est parti sur du 0 €. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cet objectif. Voilà, 0 € de dépenses pour ça. Et donc, on a mis la dimension eau, on a mis toutes les dimensions écologiques qu'on a pu trouver. Voilà, donc, et très vite, au mois de juin, dès qu'on a fini, on s'est aperçu que les tables étaient vides parce que, finalement, le travail avait été correctement effectué et que chacun avait trouvé sa voie respective. C'est vrai qu'on était plutôt sur une orientation liée à l'insertion pro, on était très collés, donc ça explique aussi le travail du collègue avant du CIP, mais il y avait effectivement c'est vrai que le ratio collectif individuel était beaucoup plus important sur la commande individuelle, et ça effectivement c'était aussi lié au fait que le profil correspondait aussi à ce type d'accompagnement. C'est pour ça que je disais que si demain on avait une continuité de ce dispositif sur le local qui en a besoin, on voit très bien qu'on a besoin, on aurait encore un autre type peut-être. Il n'y a pas de groupe idéal, je dirais, mais en tout cas, on pourrait avoir une mixité entre ces phases individuelles et ces phases collectives de rencontres. D'autant plus on a l'impression que le dernier groupe, elles se connaissent, mais non, c'est faux, elles se connaissaient pas au début, elles ne se connaissaient pas du tout. Elles se rencontrent dans les lieux d'école ou dans les lieux pas de partage de la commune, mais elles n'ont pas du tout effectivement une rencontre habituelle. On le voit bien, lorsqu'elles partent, chacun repart effectivement, mais c'est des lieux de partage qui ont été mis en place. Et des tours, effectivement, c'est vraiment par ce biais qu'on va redimensionner la compétence d'usage de ces personnes pour leur permettre par le temps de se repositionner en emploi, micro-emploi peut-être, effectivement. Il faut aussi partir du principe que on avait une intérim d'insertion qui n'existe plus sur le secteur, mais qui pouvait être un appui pour ce cadre-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le premier groupe, en tout cas le groupe 1, on était sur la dimension très professionnelle aussi également. Après, c'est aussi fonction, oui, il y a des deux, si je peux dire. C'est des personnes que vous receviez, des profils, mais aussi, oui, de l'accompagnant et de la direction qui prend. Et ce qu'on a beaucoup entendu chez beaucoup de partenaires, c'est qu'en effet, il y a eu des difficultés à s'approprier ce dispositif, qui veut être un accompagnement global, donc intégrant les freins périphériques, mais aussi l'insertion professionnelle. Et à savoir toujours doser, est-ce qu'on peut faire du en même temps, est-ce qu'on peut faire l'un après l'autre, etc. Et donc c'est tout ce petit chemin que vous avez fait et que vous avez très bien expliqué tous les deux. Et si on rentre plus particulièrement maintenant dans les parcours, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous avez, justement, quelle petite cuisine vous avez fait, puisque des tours créatifs est assez ouvert, avec une obligation de les voir au moins une fois par semaine et avoir à peu près un entretien individuel par mois. À quel rythme vous voyez les bénéficiaires globalement par semaine, et est-ce que ça a évolué aussi entre les deux cohortes? Est-ce que Norsadette a bien dit tout à l'heure que vous êtes adapté au planning des bénéficiaires, mais
est-ce qu'il y a eu des évolutions quand même entre les cohortes? Je laisse Aïcha répondre. En ce qui me concerne, je viens tous les mardis après-midi. Et j'ai un collègue qui travaille avec eux le vendredi après-midi, en rendez-vous, là, individuel. Alors, comment je me suis approprié le dispositif, comme tout le monde, petit à petit. Je me suis aussi laissée porter par l'ambiance du groupe, la demande, plutôt que la commande. Donc j'ai bien fait la différence entre la commande et la demande. Et ça a été quand même quelque chose d'assez bénéfique, parce qu'à partir du moment où je leur ai donné le micro, en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit bénéfique, pour que ce soit... Ils sont partis d'abord sur l'apprentissage du français. Mais le français, j'allais dire, du quotidien. J'aimerais pouvoir m'exprimer face au directeur de l'école qui n'a pas, me semble-t-il, été correct avec ma fille ou les notes étaient trop sévères. Voilà. J'aimerais pouvoir m'exprimer sur ces choses-là. Donc nous sommes partis sur ça. Petit à petit, l'estime de soi. Bon, avec quelques outils, 35 ans d'expérience, donc j'ai quelques outils ludiques. Le jeu, énormément de jeux, de choses qui les mettent dans une situation de confort. Confort intellectuel, confort physique, la confiance, à la fois avec moi, mais aussi entre elles. Donc instaurer toute cette dimension de confiance. Ça a tout de suite se matché. De 5, on est passé à 10. Et là, je crois que Narcellette m'a dit « Stop, on ne peut pas pousser les murs. » Parce qu'il y en aurait bien d'autres qui viendraient. Comment j'ai travaillé pour qu'elles arrivent à se projeter sur de l'emploi? C'est des femmes qui ont envie de travailler et qui ont des freins divers et variés. Mais elles ne voient que les freins, comme les trains qui passent toujours à l'heure, qui ne partent pas, qui sont en grève. Et on en parle dans la presse, et on voit ça, et moi je peux pas, et moi. Et d'un seul coup, dès qu'on enlève ce projecteur et qu'on met un autre projecteur, qui est le positif, là, il y a un autre son de cloche. Je ne peux pas, mais peut-être que demain, peut-être qu'en faisant tel ou tel effort, peut-être qu'en bougeant tel ou tel pion, les choses iront beaucoup mieux. Et cette dimension-là, depuis 2-3 semaines, je la sens à 100%. Vous avez pu en être témoin. Ça y est, ça galope. Elles sont à la fois dans du projet professionnel, dans du projet personnel, dans du projet collectif entre elles, et on les arrête plus. Et du coup, je reviens encore un peu sur cette dichotomie entre les différentes manières d'accompagner entre les deux cohortes, je sais pas, peut-être pour vous deux, parce qu'Aïcha, toi, je pense que tu as l'habitude de travailler avec le collectif. Toi, tu connais aussi la partie individuelle. Et justement, moi, ma question, c'est est-ce que tu vois aujourd'hui, toi, dans Saded, l'intérêt du collectif pour accéder à l'accompagnement individuel derrière, puisque les deux en font partie, puisque on ne peut pas avoir un groupe avec un même projet collectif, c'est pas l'idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quand même un intérêt à avoir du collectif pour arriver à réintroduire une projection dans l'insertion professionnelle, etc. L'estime de soi dont tu parlais, la confiance en soi dont tu parlais, est-ce qu'il y a vous voyez un réel intérêt du collectif, en tout cas, dans cet objectif d'insertion pro?
Oui, il y a quand même des fondamentaux. Une personne qui vient sur un autre dispositif individuel, on a d'autres dispositifs numériques individuels, ça reste une démarche propre à elle. Et la confiance en soi et l'estime de soi va aussi s'accompagner du fait que j'ai pas le sentiment, alors ça reste un sentiment, ça c'est important, de pas être seul. Et le fait d'être dans un groupe va effectivement permettre à la personne de désacraliser sa démarche individuelle, et c'est ça qui est important dans le collectif, et l'individuel ne va faire que des renforcements effectivement de ce type là. Alors c'est vrai que on a eu sur le premier groupe et également sur le second beaucoup d'entretiens, et énormément, mais alors beaucoup d'entretiens individuels sur les levées de frein, logement, garde d'enfants, et c'est pour ça qu'Aïcha, le dernier groupe, venez avec vos enfants. On ne va pas rajouter des problématiques à un problème. On a un problème d'emploi, on ne va pas rajouter la problématique de la garde d'enfants. Voilà, c'est une solution à la PPC, hein, mais c'est peut-être pas transférable à tout, c'est ça qui est important. Et l'entretien individuel, c'est surtout pas dire à une maman qui connaît très bien, ou un papa qui connaît très bien la vie, vous devriez aller voir la garde d'enfants. Non, attendez, il le sait ça, il le vit au quotidien. Le problème du DALO sur le logement et la pérennisation d'une démarche à l'emploi, ils la connaissent. C'est plutôt effectivement se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Le collectif, il est intéressant à ce niveau-là aussi. C'est de se dire, en fin de compte, moi, mon voisin, il est un peu dans cette démarche, et je m'appuie, comme dirait Mérieux, je m'appuie un peu sur le groupe pour dire, effectivement, c'est un levier. Le groupe, c'est également, ils sont 10, le groupe, ça fait 11, hein, comme dirait un entraîneur. C'est l'intérêt du groupe. Dans notre stratégie à nous, en tout cas, hein, dans notre manière d'appréhender la recherche à l'emploi, c'est qu'on essaye de la nommer très peu de fois. Et on essaie de vraiment nommer la compétence, de valoriser cette compétence, je disais tout à l'heure, d'usage, où effectivement vous avez en l'occurrence beaucoup de bénéficiaires qui au quotidien font preuve d'un engagement, je dirais peut-être à côté, faire des recettes à la maison, faire de la couture à la maison, des choses comme ça. Et là, c'est les transformer sur quelque chose de dur. Et on a une adhésion, c'est ça qui est intéressant, ce que disait Aïcha, c'est qu'on a une adhésion aussi du tissu autour. C'est-à-dire que si on décide de mettre en place un atelier, quelque chose, ça a été les fêtes de fin d'année, des choses de ce type, on a tout de suite une adhésion très rapidement du tissu local qu'on n'avait pas avant, hein, parce qu'elles sont aussi porteuses de beaucoup de résonance sur le territoire. C'est pour ça que le collectif, on le met effectivement comme étant une sorte de projet collectif long, mais derrière les entretiens, ils sont dedans. Et si je devais faire une remarque, c'est que sur ce groupe-là, il y a moins d'entretiens individuels. Il y a plus de collectifs, ils sont plus demandeuses de collectifs. Le premier, il y avait plus d'entretiens individuels. Alors, c'est effectivement des démarches, elles ont sur le CV, l'aide de motif, tout ce qu'on connaît, etc. Le français, parce qu'il faut que ça soit sur une compétence d'usage. On l'a sur le numérique, par exemple, j'ai besoin de lire Pronote, ou j'ai besoin d'avoir un accès. Ça, on le met en libre service, hein. C'est pour ça qu'on a du mal à quantifier le volume, d'autant plus qu'on est ouvert, hein. Et on est un peu trop ouvert, mais alors que voilà, si on devait faire une comparaison, tu demandais, c'est que sur le premier groupe, on avait beaucoup d'entretiens individuels, mais également un projet. Et sur ce groupe-là, je trouve qu'il y a très peu d'entretiens individuels, dans le sens, non pas, elles ont compris le sens, mais comme c'est, je veux dire, elles ont construit le référentiel à leur demande. Elles ont co-construit avec Aïcha un référentiel qui semblerait correspondre au groupe, et donc de ce fait, l'espace individuel il disparaît. C'est un peu ça les logiques de groupe, quoi. C'est qu'à un moment donné, le groupe lui-même s'alimente par ses réflexions. C'est pas la camaraderie, hein. Il ne faut pas non plus tout confondre, hein. Ça reste un organisme de formation avec une mise en place d'une matrice autour d'objectifs, de méthodologie de projet, des choses comme ça. Mais à partir du moment où c'était co-construit en amont, ça a pris du temps. Tu me demandais quand on ouvre alors et tout, et c'est vrai, ça prend du temps. Ça demande une forte énergie, parce que derrière ça, il y a des gens qu'on ne voit pas. Par exemple, il y a Amira, il y a Najette la présidente, il y a Amira qui s'occupe de toute la standardisation, de remontée de données, etc. Donc on a fait le choix un peu de diviser. Kylan ou Amine qui s'occupe du numérique, qui sont très jeunes et qui vont très vite sur l'accompagnement, pour que Aïcha effectivement puisse continuer, qu'il n'y ait pas de frein. Ça, on commence à mieux l'anticiper aussi. Bon, ça nécessite un peu effectivement une gymnastique de proximité, hein. C'est-à-dire que les outils, si on parle de local, c'est-à-dire que nos outils doivent être aussi très, très rapides. Et puis je pense que chemin faisant, on se découvre des choses au fur et à mesure. Voilà ce que je dirais en termes de différence.
Après, est-ce que c'est un peu ça aussi des tours créatifs? Est-ce que c'est pas s'adapter à chaque groupe et que chaque parcours sera différent en fonction des personnes que vous aurez en face de vous, tout simplement? Donc, oui, comme tu dis, du territoire. Je suis d'accord avec toi, comme l'individu, le groupe est quelque chose qui progresse, qui change, qui évolue. Et ben, nous, notre travail, c'est aussi d'accompagner en nous adaptant. Donc, d'avoir cette liberté, c'est un luxe, Aïcha. Je vais revenir sur quelque chose, je ne sais pas si je dois l'avouer ou pas. Le jour de la formation, le premier jour, j'ai dit oui, mais moi, je ne fais pas comme vous autres. Je ne suis pas dans un bureau à travailler en face à face. Je sais le faire, j'ai travaillé beaucoup comme ça, mais là, c'est pas vraiment ça qu'on me demande et c'est pas ça que je sens qui va rendre service. Et je l'ai dit avec beaucoup de culpabilité, en me disant non mais je suis peut-être à côté. Et au fur et à mesure que la formation se déroulait, je me suis rendu compte que finalement, j'étais dans les clous. Ça m'a déculpabilisée, ça m'a rassurée et c'est super. Parce qu'on a spontanément et intuitivement trouvé le chemin qui est le plus à l'aise pour arriver à valoriser toutes ces belles compétences qu'elles ont. Merci Aïcha. Et tu parlais, je vais rebondir un moment sur le RecTech pour que tu nous expliques un peu le travail que tu as pu initier Aïcha. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au territoire. Vous avez travaillé avec France Horizon. Enfin, il y a quand même eu un maillage qui a été réalisé du coup dans le cadre de Détours créatifs pour lever ses freins et aussi pour. Je voudrais que tu explicites un petit peu plus ce dont tu parlais, que les institutions sur le territoire vous ont suivi. Tu disais ça tout à l'heure. Alors effectivement, on est parti au début sur un sourcing assez classique. Si on parle de sourcing, et puis non pas sur le sourcing, mais en fin de compte sur chacune des étapes, on a. Ah d'accord, mais moi ce que je veux dire. Ah pardon, désolé. Non, ce que je veux dire sur chacune des étapes, si on décompose un peu toute la démarche à la PPC, on se rend compte que ça a été un très bon. Moi, dans les éléments positifs, il y a la partie travail qu'on ne dit pas là, mais le travail que l'on fait conjointement dans des tours créatifs avec les temps de rencontre, etc., le Trello. Et on a vu qu'effectivement, on a énormément échangé, ce qui nous a fait évoluer. Et ça nous a fait évoluer sur une réponse locale. Pour ça, je reviens à cette notion du territoire. Et on a intégré des associations, parce que ça reste comme des associations. Je parlais du CHRS, hein, on a deux gros centres d'hébergement ici, hein, qui sont gérés par une association, France Horizon, etc., et qui effectivement nous ont permis de venir, parce qu'eux-mêmes aussi ont besoin. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait, il y a une complémentarité de l'offre sur un territoire. Et il n'y a pas que la PPC qui avait besoin ou pas besoin. C'est qu'à un moment donné, ils se retrouvent effectivement avec de moins en moins d'interlocuteurs eux-mêmes, de dispositifs de droit commun, pour plein de raisons, si on peut dire ça comme ça, une précipitation d'orientation pour des postes migrants, etc. Donc ils se retrouvent quand même avec des sorties, des Dublins, etc. Donc faire le tri des dispositifs en amont pour une structure, c'est compliqué. Mais lorsqu'on vient nous faire une présentation, ça les a. Voilà, on a fait des présentations, je me souviens, avec 30 personnes, et 30 personnes ne rentraient pas. Je t'en faisais état en disant, mais on a 30 personnes qui malheureusement, qui sont très demandeuses, mais administrativement, ça ne passe pas. Et on revenait refaire. Et je disais à l'époque au conseil, c'est pas grave. De toute manière, tout ce qu'on va apporter dans notre explication fait partie d'un engagement que nos associations doivent porter, comme on le faisait un petit peu avant. Il y a des banques alimentaires, il y a des supports. Donc voilà, nous aussi, on va porter grâce à Détours, ça nous a permis d'aller rencontrer de nouveaux interlocuteurs, de voir qu'il y avait des structures qui étaient également demandeuses, de se positionner avec eux et de se dire pourquoi pas demain on pourrait construire des mini-parcours plus intéressants pas uniquement sur un aspect engagé, mais effectivement sur une validation de projets professionnels.
coordonner, voilà, et être effectivement sur des réponses qui ne soient pas descendantes uniquement. On peut co-construire ensemble sur cette partie-là. Et c'est vrai qu'on a vu que le poids très administratif du public a été une forte contrainte. Et ça, effectivement, ça, on le rencontre un peu tous. Après, sur la seconde cohorte, on a plutôt un tissu, je dirais, très très local cette fois-ci, mais je ne sais pas comment on pourrait le quantifier. On est en cours depuis le mois de mars, mais avec des acteurs économique, que ce soit la boulangerie, que ce soit le commerçant d'à côté, des choses de ce type-là. C'est-à-dire voilà, le côté très local nous fait découvrir et nous fait découvrir notre structure avec un versant assez particulier. Voilà. Et les centres sociaux, les 5 centres sociaux de la commune, on a fait un gros travail pour leur expliquer l'offre complémentaire. Il s'agit toujours de parler de complémentarité sur les dispositifs de droit commun et pas du tout effectivement une surenchère d'un dispositif qui viendrait, un énième dispositif qui viendrait supplanter un dispositif. Voilà. On se rappelle bien que par exemple sur ces parcours-là, ce sont des personnes qui ne sont pas suivies sur d'autres dispositifs, ce qui fait qu'effectivement ça permet aussi après, et on l'espère, à des structures, des prescripteurs assez classiques, Pôle emploi en l'occurrence, de pouvoir effectivement faire une suite de parcours avec eux, parce qu'effectivement ce sont des personnes qui ne pensaient pas ou n'avaient pas en tête qu'elles pouvaient rentrer dans une démarche de formation, par exemple sur des suites de parcours sur le programme régional de formation. Par exemple, d'emploi, le PRFE, voilà. Et donc l'idée, c'est quand même de redimensionner un peu la prescription à partir du local. On n'a pas de prescripteur dans cet environnement, donc c'est important qu'on puisse avoir en même temps. Alors c'est pour ça que je disais que le contexte est très particulier. Particulier parce qu'en fait compte, on se retrouve d'être opérateur de formation à être opérateur de prescription future pour d'autres dispositifs. J'ai envie de dire une cohorte de proximité, alors, parce que c'est le maître mot, je crois que pour la deuxième cohorte. Là, du coup, j'aurais voulu que tu abordes un petit peu le travail que tu as pu réaliser sur le RecTech. Donc le RecTech, le travail sur les compétences soft skills. Je pense que tu le travailles un peu à chaque fois de différentes manières et de manière ludique, comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant d'entendre ta manière de partager. Merci Aïcha. Alors, pour moi, les compétences RecTech, la manière dont je les aborde, donc c'est essentiellement tout ce qui est transférable et transversal. On part toujours de femmes qui vous disent de toute façon, moi je suis quelqu'un qui reste à la maison, je ne sais rien, je ne sais pas. Donc, partant de là, je ne sais rien, quel fil je vais tirer? J'ai commencé par des jeux de ballon. Des jeux de ballon avec des mots. Donc l'objectif, c'était de dire le plus de mots possible en français sur une thématique. Et ça a commencé comme ça. Après, on a été sur des choses un peu plus construites, où on était avec des outils, où il y avait des listes de compétences à entourer. Chacune entourait celle qu'elle pensait avoir. Et après, leur demander de justifier, bien sûr. Tu dis, voilà, la communication orale, l'écrit, puisqu'elles écrivent, elles le lisent, elles écrivent. Donc ça, c'était quelque chose aussi, toute une étape. Je me suis aperçue aussi qu'au niveau de la construction des phrases, elle connaissait les mots, mais quand elle les énonçait, ça ne correspondait pas à ce qu'elle disait. Ce qu'elle pensait ne correspondait pas à ce qu'elle disait. Donc là, il a fallu aussi
retravailler carrément du français pur. Donc la compétence étant les savoirs de base en français. Tout ce qui est développement personnel, j'ai commencé par tout ce qui est la pyramide de Maslow, tout bêtement. Les besoins fondamentaux, la première étape. Et là, ça a été assez surprenant de dire, on s'arrête à la première marche de la pyramide de Maslow et tout le reste, n'existe pas. Voilà. N'existe pas. On leur dit, on a besoin d'affirmation de soi, on a besoin de créativité. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, il a fallu que je redécline tout ça sur du quotidien. Pas sur des cours théoriques très très descendants. Voilà, on est sur ça. Donc partant de tout ce qui est le développement personnel, les savoirs de base à l'écrit, on s'était dit l'année dernière qu'on n'allait pas laisser mourir le mur végétal. Donc on revient sur de la cuisine, puisque c'est de ça qu'elle parle beaucoup. On fait des recettes de cuisine par rapport à telle ou telle plante. On plante, on l'arrose, voilà. Et tout ça, c'est des mots, des phrases, des textes, des apprentissages. À quoi sert le romarin? À quoi sert? Elles le savent, mais elles ne savent pas forcément le verbaliser. Merci beaucoup Aïcha. On arrive maintenant au terme de notre petit entretien et je voudrais vous poser une dernière question. Du coup, quels sont les points positifs, voire les axes d'amélioration, comme vous voulez, de manière synthétique, les points saillants du dispositif des tours créatifs? C'est toi qui commences, Noursadet? Donc, concernant les points positifs, j'en voyais deux assez synthétiquement. Le premier, c'est effectivement le fait d'avoir travaillé en consortium national. Ça a permis effectivement de connaître de nouvelles structures, effectivement, puis de combiner avec des structures de l'UROF. Ça, c'était un intérêt très intéressant. C'était très intéressant, pour la PPC. Et le second, c'est les outils de gestion de projets type Trello, etc., qui ont permis effectivement de nous faire découvrir un pan interactif d'outils et de synthétiser. Sur la partie effectivement en axe d'amélioration, il est un peu plus général, c'est peut-être la problématique concernant les axes de cofinancement. Ça, c'est effectivement quelque chose qui doit effectivement nous interroger effectivement sur ce type de dispositif. Voilà pour ma part. Je passe à donc Najat. Oui, alors les points positifs sur ce dispositif des tours créatifs, déjà l'appui Tiffaine que vous nous avez apporté, donc ça c'était la gouvernance exactement qui a été très appréciable et en plus l'axe d'amélioration que je vois, c'est que c'est vrai qu'on a du public et qu'on a dû refuser dans ce dispositif parce qu'il ne rentrait pas. Et donc, c'est vraiment peut-être plus élargir sur les niveaux tels infra, effectivement. Donc, je laisse la parole à Aïcha. Pour moi, le point positif, c'est d'avoir un outil et un dispositif aussi large qui me permet de m'amuser en travaillant. C'est un vrai luxe d'avoir une possibilité d'accompagner les publics de cette manière. Je ne suis pas dans une contrainte administrativo
financiero-pédago, etc., mais plutôt dans une visée d'objectifs, une visée d'amélioration de la vie quotidienne, de la vie sociale, de la vie professionnelle. Et ça, c'est un vrai luxe. Donc, merci. Les axes d'amélioration, comme tout à l'heure, je pense que je l'ai dit, c'est vraiment le temps. J'aimerais avoir, on part de tellement loin, parfois, que j'aimerais avoir plus de temps pour aboutir avec le public. Merci Aïcha, Norsadet et Najet pour le temps que vous m'avez accordé et pour la richesse de ces échanges. Et merci à tous les participants, donc membres du consortium qui ont participé à ce podcast qui arrive à son dernier épisode. Donc j'espère qu'il sera enrichissant pour tous et que vous aurez pu apprendre des choses à mettre en pratique dans vos futurs dispositifs. Merci, au revoir.